Mélo, une femme qui, dès son plus jeune âge, a été confrontée à des épreuves que personne ne devrait affronter. Placée à l'ASE, anciennement la DAS, elle a traversé un parcours jonché de violence et d'instabilité. Chaque foyer, chaque regard portait la marque d'une enfance dérobée, d'un amour absent. Mais malgré la douleur, Mélo n'a jamais abandonné. Elle a puisé dans cette adversité une force insoupçonnée. Aujourd'hui, Mélo est bien plus qu'une survivante. Elle est une mère, une maman de famille nombreuse qui a transformé ses blessures en une source inépuisable de bienveillance et de douceur pour ses enfants. Son parcours, c'est celui d'une femme qui a décidé que le cycle de la violence s'arrêterait avec elle. Une femme qui, malgré tout, a choisi l'amour. Voici son histoire. Bonjour, moi je m'appelle Mélodie, j'ai 35 ans, je suis maman de 7 enfants, dont une enfant bonus. J'habite en Bretagne et je suis une enfant placée à l'âge de 15 jours à l'ASE et je vais vous raconter mon histoire. Pourquoi tu as été placée à 15 jours ? Alors moi j'ai été placée à 15 jours, selon ma maman, j'ai été placée à 15 jours parce qu'elle était trop jeune pour s'occuper de moi en fait et qu'elle a préféré me placer elle-même, en tout cas faire la demande de placement. Après, selon mon dossier, j'ai été placée pour de la maltraitance. Donc tu as été en pouponnière, c'est ça ? À 15 jours ? À 15 jours, j'ai été en pouponnière jusqu'à 2 ans, puisque c'est l'âge maximum des pouponnières en fait. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après tes 2 ans en pouponnière ? J'ai été placée chez une assistante familiale, une famille d'accueil, de mes 2 ans à mes 8 ans. Donc ça, ensuite, une fois que j'ai eu 8 ans, ma mère a récupéré ma garde. Donc ça a duré à peu près 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai été hospitalisée et en fait, l'hôpital a demandé un placement en urgence. Donc j'ai été à ce moment-là placée dans un foyer d'urgence les 6 autres mois de l'année. Et à la fin de cette année-là, j'ai été placée dans un autre foyer, donc jusqu'à mes 10 ans. Et à mes 10 ans, mon père adoptif, on va dire, a récupéré ma garde. On va dire, a récupéré ma garde jusqu'à mes 16 ans, avec 1 an de foyer entre les deux où moi j'avais demandé à être replacée. Ok, et tout ça à Paris ? Non. La pouponnière, c'était en région parisienne, donc à Bourg-la-Reine. J'ai été en famille d'accueil sur Bobigny. Après, quand ma mère a récupéré ma garde, le foyer d'urgence que j'ai fait se trouvait en Ille-et-Vilaine. Le deuxième foyer que j'ai fait était aussi en Ille-et-Vilaine. Et par contre, après, quand mon papa a récupéré ma garde, là, je suis retournée en région parisienne sur Vincennes. Et le foyer que j'ai fait là-bas était aussi en région parisienne. Donc jusqu'à mes 16 ans, après, je suis restée en région parisienne. Donc comment ça se passe quand on retourne dans un cadre familial plus traditionnel, quand on a passé 8 ans à l'ASE et baladé entre pouponnière, assistante familiale, foyer d'urgence? Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Après, je suis arrivée chez mon papa en même temps que ma petite sœur, la naissance de ma petite sœur. Donc du coup, je pense qu'il y avait une part de moi en tant qu'enfant qui avait besoin d'attention, qu'on prenne soin de moi, vu que je venais d'arriver, mais avec un nouveau-né à la maison qui prenait toute l'attention aussi. Donc il y a eu un petit moment qui a été un petit peu compliqué. Après, j'étais très contente finalement de retrouver ça parce que j'avais quand même mon frère là-bas, donc mon frère qui a 1 an et demi de moins que moi. Donc ton frère c'est mon frère, mon vrai frère. C'est-à-dire qu'on a la même maman. Et celui que je dis mon papa, c'est son papa en fait, et qui m'a reconnue quand j'étais bébé puisque je n'avais pas de papa. Et du coup, on était très fusionnels. Donc du coup, j'étais très contente de le retrouver. Après, ça c'est mon souvenir à moi en tant que enfant. Quand je lis le dossier, c'est pas forcément la réalité des choses. C'est-à-dire que les choses ont mis du temps à se faire, ça a été un peu compliqué apparemment. Et donc voilà, mais moi en tout cas mon ressenti d'enfant, ça a été un démarrage compliqué, mais après plutôt contente de me retrouver
Dans un cadre familial, quoi. C'est ça, puis Avec surtout des avec mes parents, frères et sœurs, en avec tes fait. frères, ok. Justement, tu parles de tes frères et sœurs. En termes gènes, t'as combien de frères et sœurs? Ma maman a eu 7 enfants. Ok. Donc j'ai 7 frères et sœurs, donc qui n'ont pas le même papa que moi, mais qui ont la même maman. Et après, le côté de mon géniteur, mon vrai géniteur, bah, je ne connais pas. Et après, il y a donc mon papa adoptif qui m'a reconnue et lui, il a 3 autres enfants. Ok, donc qui ont finalement grandi une partie avec toi. C'est ça. Bah, aujourd'hui encore, moi ça a toujours été mes frères et sœurs. Enfin, je fais pas de distinction entre les jeunes et pas les jeunes. C'est ça. Okay. Et puis surtout entre les 2 parents identiques ou un seul. Ouais. Ok. Donc là, t'es à Paris, t'es à Vincennes, t'as 10 ans. Tu réapprends à ce que c'est une famille ou tu apprends à ce que c'est finalement une famille. Comment ça se passe la suite, l'adolescence? Le fait qu'en règle générale, quand on est adolescent, on est un peu en rejet déjà naturellement de son cadre familial. On n'est pas compris, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Comment ça se passe quand on a un enfant de l'ASE dans une famille finalement qui n'a pas le même sang et qui n'a que le sens de la famille? Alors, de base, j'étais pas une enfant particulièrement, comment on peut dire, dure. Enfin, en tout cas au niveau comportement. J'étais dure dans les émotions, dans les sentiments, dans tout ça, ça on me l'a déjà dit. Mais pas tant dans le comportement en fait. Donc du coup, mon adolescence, j'étais pas de ces jeunes qui font beaucoup de conneries. Ou qui... peut-être au niveau langage simplement, où je me rebellais un petit peu, j'essayais, mais bon après il faut savoir que j'étais dans une famille où mon père c'est un ancien militaire et à la maison ça devait marcher assez droit. Donc du coup on faisait pas trop d'écart. Un cadre assez strict. C'est ça, donc du coup on faisait pas trop d'écart et puis voilà, j'étais plus l'ado qui aime aller avec ses copines, se balader. Ado classique finalement. C'est ça, j'ai pas fait de conneries ou j'étais pas en rejet de quoi que ce soit ou si peut-être à un moment donné de ma belle-mère parce que j'ai eu une période où c'était de toute façon c'est pas ma mère donc voilà, mais ça comme n'importe quel enfant même dans une famille classique. C'est des termes qu'on entend beaucoup dans les familles recomposées aussi. C'est ça. Et donc oui, je l'ai eu. Donc adolescence. Comment ça se passe l'arrivée à l'âge adulte? Quand on ne connaît pas ses origines vraiment, qu'on ne sait pas les pourquoi des comment? Et en fait j'avais hâte d'arriver à l'âge adulte parce que depuis déjà quelques années je me sentais adulte, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir grandi plus vite que tout le monde, que les autres, de pas avoir du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, les mêmes... Voilà, je me sentais déjà adulte en n'étant pas adulte, en fait. Un peu en décalage. C'est ça. Donc du coup, arriver à l'âge adulte, ça a été plutôt facile, parce que malgré tout, même si j'ai pas connu de côté famille, en fait, dans les structures où j'ai été, on est entouré tout le temps d'adultes autour de nous. Donc en fait, j'ai toujours eu cet exemple-là et je me suis toujours sentie finalement plus proche des adultes que des jeunes de mon âge. Nous, gens classiques qui n'ont jamais été placés, qui ne connaissons pas les méandres des placements de l'ASE et de la DAS, on voit juste ce qu'on nous montre à la télé et en fait on voit beaucoup que dans les foyers ça se passe très mal souvent. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de rébellion si je puis dire, surtout face aux éducateurs, etc. Comment toi, par rapport à ce sujet-là, tes placements, comment ça s'est passé toi en tant qu'enfant en fait? Alors moi, dans tout ce qui concerne les foyers que j'ai pu faire, c'est pas comme ce qu'on voit à la télé. Enfin, à la télé, on nous montre vraiment, je pense, les cas, les pires de ce qui peut arriver. Moi, non, c'était dans les foyers, j'ai assez bien vécu les choses. Alors oui, il y a de la violence, mais comme partout. Simplement, voilà, quand on est en foyer, on n'a pas
les parents autour ou des amis autour, parce qu'on ne connaît pas forcément les gens avec qui on va vivre. Et du coup, c'est soit tu te fais marcher dessus, soit tu marches sur les autres, en fait, finalement. Et c'est là où je me suis créé un peu cette carapace de je voulais pas faire partie de ceux sur qui on marchait. Donc du coup, alors ça veut pas dire que je marchais sur les autres, attention, mais juste Tu te laissais pas faire. Voilà, c'est ça. Je suis partie dans le je me ferme et puis comme ça on m'attend pas. Voilà, c'est ça. Et je me laisse pas faire et du coup, il y en a qui ont essayé mais ça a pas fonctionné quoi. Et mais après en soi, voilà, je suis pas tombée sur des foyers où il se passait des choses. C'était plutôt cool, on avait de l'argent de poche, on avait des musiques pour se réveiller le matin, donc non, c'est pas tout n'est pas pareil. Ok. En tout cas, dans les structures, en tout cas, foyer. Et justement, et en placement avec une assistante familiale? Alors, moi, pour mon expérience à moi, l'assistante familiale chez qui on était, ça s'est pas bien passé. Donc c'était une personne qui nous a fait subir des violences physiques, des violences psychologiques, de l'intimidation. Elle nous rabaissait, de l'humiliation, enfin des choses, voilà. Donc voilà, on n'est pas tombé sur la bonne personne, pas du tout bienveillante. Pourtant c'était une de métier, enfin je sais pas si on peut appeler ça un métier, mais c'était une religieuse. Donc ça colle pas vraiment avec l'image qu'on peut se faire des gens de foi, on va dire. Et donc voilà, on a vécu, on peut dire, l'enfer pendant toutes les années qu'on a passé là-bas, puisqu'on en a été jusqu'à quelques années après porter plainte, et puis voilà, donc c'est que ça avait été assez loin quoi. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce qui se passait avec ton assistante familiale? T'es pas obligé de dire des trucs un peu ardos, mais juste pour que les gens comprennent ce que c'est en fait la violence quand t'as un enfant placé. Alors dans les violences physiques, par exemple, quand on allait à l'école, le soir, elle vérifiait chacune de notre tour les trousses scolaires. Elle vérifiait pour être sûre qu'on n'avait pas mâchouillé des stylos. Et si elle trouvait sur un stylo, un bouchon de stylo par exemple du mâchouillage, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et on prenait des coups de tape-mouche sur la tête. Donc tape-mouche, ça peut faire penser à quelque chose de drôle, mais elle nous tapait pas avec la partie plate. La partie plate, elle nous tapait avec la partie en plastique dure. Donc le manche. Voilà, merci. Donc avec le manche, et puis elle nous donnait des coups sur la tête. Donc ça, c'est par exemple une des violences physiques. Moi, j'avais le droit à des douches froides parce que je faisais pipi au lit. Enfin voilà, c'était plein de choses comme ça en fait qui aujourd'hui, enfin même en tant qu'adulte, peuvent laisser des séquelles. Moi par exemple, je sais que quand j'entends parler, parce que malheureusement j'ai déjà entendu des parents dire que un enfant, pour le calmer j'ai dû lui faire une douche froide. Ça c'est un truc qui ça me renvoie des années en arrière et je me dis c'est impossible de faire subir ça en fait. Enfin, voilà, ça c'est pour les violences physiques. Après il y avait des violences psychologiques, puis tout ce qu'elle avait quoi. Puis on était 3 donc forcément c'était tout le monde à la même enseigne quoi. Okay. Et justement les personnes avec qui tu avais été placée chez cette dame, est-ce que tu as toujours des contacts avec ou pas du tout? Alors on était donc 3. Alors en fait pour moi on a gardé contact puisque aujourd'hui en fait je les ai toujours considérées comme des sœurs en fait parce qu'on a été malgré tout élevés ensemble. Donc il y en a une qui a 10 ans de plus que nous. Aujourd'hui j'ai plus de contact avec. Mel, donc celle qui a mon âge. Oui, j'ai encore des contacts avec elle. Même c'est la tata de mes enfants, c'est la marraine d'un de mes fils, c'est ma sœur. Ok. Moi, je voudrais venir au fait que donc maintenant on retourne dans ta frise historique, dans le flux du temps. Et j'aimerais maintenant que tu me parles du moment où tu as pris la décision
de demander accès à ton dossier de placement. Parce qu'en tant qu'enfant placé, tu as le droit d'avoir accès à ton dossier de placement pour savoir finalement l'histoire de ta vie. Pourquoi est-ce que tu as été placé et tout ce qui en a découlé. Quand est-ce que tu as pris cette décision ? J'ai pris cette décision à partir du moment où je suis devenue maman. Ok. Voilà, je ressentais le besoin en fait de comprendre certaines choses. Pas pour me soigner entre guillemets parce que ça je l'avais déjà fait. Enfin voilà, mais plus pour justement mon rôle de maman en fait. C'était vraiment me dire voilà, je veux avoir des réponses à certaines questions parce que je veux pas reproduire certaines choses et puis je veux comprendre aussi des comportements que j'ai, des réactions que j'ai, est-ce que ça peut être dû à un passé ou non. D'accord. Comment ça s'est passé la demande ? Alors là, on remonte longtemps en arrière, mais la demande, en fait, la première, j'ai contacté. En fait, j'avais en souvenir le nom de mon éducatrice qui me suivait à l'époque et le nom du placement en région parisienne qui nous suivait. Et j'ai décidé de les contacter. Par eux, en fait, j'ai eu le numéro d'un autre service et ainsi de suite. J'ai finalement réussi à avoir une réponse positive sur un dossier que j'ai pu aller lire. Et en fait, en allant le lire, je me suis aperçue que ce dossier-là, en fait, ne parlait que de mon placement sur l'Ille-et-Vilaine. Ok. Donc il te manquait toute la partie où tu étais à Paris, Pouponnière. La plus grande partie, en fait. Donc la pouponnière, le placement en assistante familiale et les premiers foyers avant que tu... Non, les premiers foyers, c'était en Ille-et-Vilaine. C'était vraiment juste de mes 0 à 10 ans, en fait. Ok, d'accord, ouais. Une partie charnière quand même de l'enfance. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, t'en es où de tes démarches d'accès à ton histoire ? Et donc le premier dossier, je l'ai lu il y a à peu près... je sais plus exactement, mais il me semble que ça fait 6 ans à peu près que j'ai dû le lire. Et suite à ça, j'avais continué mes demandes puisque je m'étais aperçue qu'il n'y avait pas la totalité du dossier. Donc on a fait les demandes qu'il fallait. Donc ça fait 6 ans. J'étais encore dessus il y a 1 an. Donc ça a mis énormément de temps parce que chaque service se renvoie la balle en fait. C'est... Enfin voilà, peu importe le service que j'appelle, l'arrondissement que j'appelle, le département que j'appelle, peu importe, tout le monde se renvoie la balle. Donc je n'arrive absolument pas à avoir les infos qu'il me faut. J'ai fini par avoir, après avoir eu pas mal de réponses négatives en me disant concrètement, vous n'existez pas. En fait, dans les dossiers de l'ASE, votre nom n'existe pas. Donc très bien, j'ai disparu. J'ai fini par avoir un retour positif il y a 1 an en me demandant de venir lire mon dossier qui avait été retrouvé. Donc j'y suis allée et sauf que, encore une fois, ce n'était pas l'intégralité de ce qui me manquait, simplement mes premières années en pouponnière. Donc il me manque en fait la partie assistante familiale, donc la plus importante pour moi finalement parce que c'est là où je me pose le plus de questions sur ce qui a pu se passer. Et depuis 1 an, j'essaye. J'ai à nouveau appelé les arrondissements, l'ASE en fait de chaque arrondissement. Je suis tombée sur une personne qui me connaissait parce que ça fait plus de 30 ans qu'elle y travaille, qui m'a dit se souvenir exactement de mon assistante familiale, de moi, de mes sœurs. Donc là, je me suis dit c'est cool. Enfin c'est mou. Donc cette personne m'a dit qu'elle allait passer le message au service concerné, voilà, en interne quoi. Puis ça fait 1 an et j'ai toujours pas de nouvelles. Ok. Moi j'ai une question qui me turlupine là. Est-ce que tu dis que tu as récupéré tout ton dossier sauf la partie où tu étais en assistante familiale ? Tu as dit un peu plus tôt dans cet entretien que ce qui s'est passé avec ton assistante familiale, c'est parti au judiciaire. Donc il y a eu des dépôts de plainte, etc. par rapport aux violences qu'elle vous a fait subir. Est-ce que le dossier, tu penses que tu auras accès un jour, alors que l'ASE a été mis en cause,
Parce que finalement, les violences que tu as subies toi et les autres n'ont pas été décelées par l'ASE, n'ont pas été peut-être entendues aussi par les éducateurs ou les éducatrices qui vous suivaient. C'est parti donc au pénal, mais c'est la seule partie du dossier que tu n'as pas accès. Alors non, pour le coup, ça je pense pas que c'est un lien, puisque quand on a porté plainte, donc j'avais 18 ans, ouais, c'était à mes 18 ans, donc il y a eu quand même pas mal d'années qui étaient passées. On a porté plainte contre une personne, pas contre l'ASE, contre la personne, voilà. La plainte, on l'a retirée. Après, en fait, il y a eu une confrontation. Et suite à cette confrontation, on a retiré la plainte parce que nous, ce qu'on attendait de ça, c'était qu'elle admette en fait ce qu'elle avait fait. Qu'on puisse nous avoir un retour d'elle disant oui, j'ai fait ça, oui voilà, on l'a eu à moitié. Donc on a décidé de retirer notre plainte. En l'occurrence, ma sœur, donc Mel, qui a fait les mêmes démarches que moi pour obtenir son dossier, a réussi à avoir l'intégralité de son dossier. Ok. Mais elle a, je crois que c'était ça, elle avait toujours été dans le même placement, donc ça avait peut-être été plus simple. Moi, je pense que c'est le fait d'avoir bougé, d'avoir tout ça, et mon dossier n'a pas suivi, mais j'espère juste en fait que mon dossier n'a pas été perdu et que personne ne veut le dire en fait. Enfin, j'espère pouvoir l'avoir parce que j'en ai le droit et j'en ai besoin. Ok. Est-ce que tu penses que justement les problèmes qui sont liés à l'accès à ton dossier, ce genre de choses, ou le fait que les violences que tu as pu avoir, etc., dans tes placements précédents, est-ce que tu penses que l'ASE a des manquements? Parce qu'on voit l'actualité, régulièrement on voit apparaître sur internet, sur les sites information, etc., des problématiques liées à des placements, de la violence, des abus, etc. Des éducateurs qui font la grève parce qu'on est 3 pour 40 gamins. Est-ce que tu penses que l'ASE aujourd'hui, même toi à ton époque, il y a eu des manquements par rapport à ça? Oui, ça c'est une certitude. Déjà, il y a eu des manquements parce que personne n'a rien vu, personne n'a rien fait par rapport à ce qu'on vivait. Donc après, oui, comme dans n'importe quelle famille où des enfants sont maltraités, évidemment, quand il y a une visite, quand il y a ce genre de choses, bah, tout est beau, tout est rose. Parce qu'ils sont prévenus à l'avance. C'est ça. Donc ils ne pouvaient pas le deviner non plus, on est d'accord. Mais à aucun moment, ils prennent le temps de nous parler. Peut-être que nous, pour qu'on n'ait pas cette peur en fait, de dire les choses. Ou après, est-ce que ça se voyait dans nos comportements? Je ne sais pas non plus. Mais effectivement, il n'y a eu aucun contrôle à ce niveau-là. Et donc je pense qu'il y a eu des manquements de l'ASE, mais je pense que tout ça c'est dû à déjà dans un premier temps un manque de moyens en fait, parce que pas assez de monde, pas assez de lieux de placement pour beaucoup d'enfants à placer. D'où le fait qu'aujourd'hui on place des enfants au domicile de leurs parents. Enfin oui, non, voilà. Il y a eu des manquements au niveau de l'ASE par rapport à ça, quoi. Donc voilà, comme je disais, donc, des manquements au niveau des moyens, mais il y a aussi une part de bienveillance qui manque chez certains professionnels en fait. C'est-à-dire qu'au-delà du manque de moyens, il y a certains professionnels qui sont pas du tout bienveillants, qui sont pas du tout faits pour ce métier-là en fait, qui sont pas du tout faits pour le social. Donc pour donner un exemple, donc c'était à l'époque où j'habitais chez mon papa, j'avais fait une bêtise et j'étais suivie par des éducateurs quand même, donc elle était venue à la maison et je sais plus, mon papa raconte la bêtise que j'avais faite. Je saurais plus dire ce que c'était, mais une bêtise d'enfant quoi, parce que j'avais 11 ans je crois à ce moment-là, 11-12 ans. Et l'éducatrice qui me suivait à l'époque, elle était assise à côté de moi et là elle m'a regardée, elle m'a dit
Mais moi, ça aurait été ma fille, ça fait longtemps qu'elle aurait eu la tête dans le mur. Et cette phrase, aujourd'hui, j'ai 35 ans, je m'en souviens encore. Et je me dis, dire ça, ce genre de choses, alors qu'on est un professionnel qui est censé être là pour protéger, qui intervient dans le domaine quand même de la protection de l'enfance, bah, je trouve ça quand même grave. C'est moyen. Ouais. On va finir par 2 questions. Une première un peu légère. J'aimerais que, en repensant à tout ton parcours de vie aujourd'hui, à ce que tu es devenue maintenant, une maman, une femme qui a cassé le moule, si on peut dire, pour élever ses enfants dans la bienveillance et l'écoute et le partage. J'aimerais que tu me donnes le titre d'une chanson qui pourrait imager, pour une chanson, ton parcours de vie. Mon parcours, je sais pas, mais en tout cas, qui représente un peu mon enfance, je dirais. C'est Qui a le droit de Patrick Bruel. Ok. C'est la chanson, même petite, c'est voilà, je me Qui suis te toujours, colle le plus à la peau. ouais, je me suis toujours Identifié à cette à chanson. cette chanson. Et est-ce que tu aurais, avec ton cœur de maman, maintenant, quelque chose à dire à tous les enfants qui sont placés à l'heure actuelle, ou qui ont été placés, ceux qui n'osent pas parler de leur placement aussi, ceux qui ont des blessures à l'âme qui n'arrivent pas à guérir parce que c'est compliqué de parler. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Déjà, je leur dirais de parler. En fait, d'oser dire les choses, qu'il faut pas garder ça pour soi. Que c'est quelque chose qui peut détruire totalement une personne, en fait. Donc voilà, s'ils vivent des choses traumatisantes, violentes, peu importe, voilà, de pas hésiter à en parler, que ce soit aux services sociaux, mais comme ça peut être à un professeur, ça peut être à un ami, ça peut être à n'importe qui, en fait, qui pourra aider. Je leur dirais aussi qu'ils sont plus forts que ce qu'ils pensent, en fait, parce que être un enfant placé, c'est pas quelque chose d'évident tous les jours, ni le regard des gens, ni les stigmatisations là-dessus. Donc non, on est fort et on est courageux. Et surtout qu'ils sont pas seuls. En fait, faut pas oublier, on n'est pas seul en fait à vivre ce genre de situation. Et donc, je pense que je leur dirais tout ça. Je leur dirais courage, tiens bon, et surtout de pas mettre tout le monde dans le même panier en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a connu une famille d'accueil ou un foyer où c'était la merde que ce sera partout pareil. Il y a des gens très bien, il y a des professionnels qui sont très bien, il y a des structures qui sont très bien aussi. Donc voilà, qu'il faut pas tout mettre ensemble non plus. Et donc voilà, je leur dirais tiens bon. Merci. De rien.